je fais aussi partie des gens qui regardent ce qui s'est passé dans la Révolution russe, à Cuba, en Chine, etc. Et qu'en gros, quand on prend l'État, en général, on reconstitue une classe dominante, une bureaucratie, une police, une armée, et qu'en général, va avec très rapidement un capitalisme d'État. Euh, donc, moi, j'arrive à entendre, et puis en plus, enfin, faisons feu de tout bois, les gens qui nous disent mieux vaut une gauche de rupture que le fascisme face à ce qui arrive. Évidemment, on préférerait tous avoir une gauche de rupture au pouvoir que l'extrême droite directe. Mais je crois qu'il faut réussir à penser et à mettre en pratique quelque chose qui est de l'ordre d'un cheminement révolutionnaire, c'est-à-dire cheminement dans le sens où on arrache tout ce qu'on peut en chemin. On prend des conquis sociaux, on désarme la police, on abolit des unités, on abolit les quartiers d'isolement, enfin, jusqu'à ce qu'on puisse abolir la prison complète, etc. Pareil, on arrache des droits avec les exilés pour leur logement, pour leurs papiers, etc., jusqu'à ce qu'un jour on en finisse avec les frontières. Bonjour Mathieu Rigouste, merci de nous rejoindre aujourd'hui dans ce podcast pour parler de votre dernier ouvrage. Donc c'est La guerre globale contre les peuples euh, et le sous-titre c'est Mécanique impériale de l'ordre sécuritaire aux éditions La Fabrique qu'on salue chaleureusement. Et oui, donc c'est un ouvrage, j'ai presque envie de dire c'est une encyclopédie parce qu'il est vraiment très dense, même si c'est pas organisé forcément comme une encyclopédie, mais c'est extrêmement dense. Donc c'est enfin corrigez-moi, mais ça m'a l'air d'être quand même le fruit d'une vingtaine d'années de recherche en sciences sociales. Hein. Donc vous êtes docteur en sciences sociales, mais aussi de militantisme. Et sachant que vous avez déjà publié d'autres ouvrages précédemment, comme par exemple L'ennemi intérieur en 2009, Les marchands de peur en 2011, La domination policière en 2012, réédité en 2021, et puis un documentaire, Un seul héros, le peuple, hein, n'est-ce pas? Donc c'était en 2020, et c'était à propos du Hirak en Algérie, n'est-ce pas? On peut en parler, mais il y avait une résonance avec le Hirak à la fin, mais c'était à propos des soulèvements du 10 11 décembre 1960, et du coup plutôt sur le soulèvement en Ah général oui, c'est et ça, oui. l'auto-organisation du peuple algérien pour arracher sa libération. Merci Mehdi pour l'invitation et l'organisation de ce moment. Et, euh, et oui, du coup, bah, la guerre globale contre les peuples, bon, ça arrive à la suite d'une vingtaine d'années de recherche. J'ai pas mis 20 ans à l'écrire, ça a pris quand même quelques années. Mais, euh, mais oui, bah, c'est et l'aboutissement d'un long cheminement de recherche et de lutte. Et en même temps, c'est une pièce aussi dans un puzzle qui se, qui se construit collectivement. Voilà. Enfin, même mes recherches étant consacrées pendant une quinzaine d'années, d'abord spécifiquement au modèle sécuritaire français, à son histoire impérialiste, à sa généalogie coloniale, etc. Et, euh, et là, bah, pour le coup, c'est
je vais confronter les hypothèses que j'avais développées pour la France à un niveau global et dans la longue durée. Donc, on est sur quelque chose qui est dialogue avec les recherches précédentes et qui en même temps s'échappe d'une certaine manière parce qu'il s'agit d'interroger le capitalisme dans sa globalité, dans sa longue durée, et puis en essayant d'observer une multiplicité de situations dans le temps et l'espace, quoi. Oui, c'est ça, et c'est très bien. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire dans ce podcast. Donc, voilà, c'est Ça tombe bien. extrêmement. Voilà. Voilà, donc je conseille fortement votre ouvrage. Il est extrêmement dense, hein, mais voilà, les gens apprendront beaucoup de choses, surtout les personnes qui ne sont pas forcément familières avec voilà, l'origine de la police, de cet ordre, entre guillemets, sécuritaire. Mais voilà, l'ordre pour qui et pour maintenir quoi. Ça, voilà, on va parler de tout ça. Donc, ben, justement, en fait, à notre époque, je dirais probablement la majorité des gens sont vraiment enfin, habitués, désensibilisés même, on pourrait dire, à la présence policière et n'imagineraient pas une vie sans la police, parce que sinon on nous dit, on nous promet le chaos. Mais en fait, il n'y a pas toujours eu une police hein, sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Donc, voilà, donc c'est hyper centralisé dans le cadre d'un État-nation où le pouvoir et contrairement à ce que, voilà, bien sûr, il y a tout le temps les gens qui se gargarisent avec ce mot démocratie, hein, ce terme démocratie, et qui l'associent à leur État-nation, alors que l'État-nation, c'est peut-être pas si démocratique que ça. Hein. Donc voilà, cette forme de police moderne, ben, quand est-ce qu'elle est apparue réellement? Parce qu'elle n'a pas toujours été comme ça, évidemment. Alors, c'est comme dans tout en histoire, c'est difficile de mettre une année autour de laquelle tout basculerait. Il y a plutôt des généalogies, mais effectivement, il faut se dire, et notamment l'anthropologie anarchiste nous montre bien ça depuis une quinzaine d'années, que la police, bon, les armées modernes, l'État-nation en tant que tel, finalement, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, sont plutôt des exceptions qui arrivent dans la toute dernière partie, dans les derniers siècles sur une histoire de dizaines de milliers d'années. Et qu'en fait, bon, même si on a du mal enfin, on observe peu de sociétés, disons, d'émancipation, en tout cas, il existe à travers le temps des milliers de sociétés qui ne se sont pas constituées autour d'États, de forces armées censées assurer la sécurité. Et en vérité, si on peut se dire ça tout de suite, hein, bon, moi je m'inscris dans un courant critique qui considère l'État comme un appareil de gouvernement, c'est-à-dire une institution qui est là pour gérer des hiérarchies sociales, des systèmes d'inégalité, absolument pas quelque chose qui, comme il le prétend, serait là pour nous protéger. Et les rares moments où il nous protège, c'est-à-dire avec de la sécurité sociale, des choses comme ça, c'est des conquis, c'est des choses qui ont été arrachées par les luttes et qui en général sont lâchées par les blocs de pouvoir justement pour éviter leur renversement. Mais au contraire, du coup, on voit dans l'histoire de l'État moderne, et pas seulement moderne, mais que l'État est plutôt un système de capture de population qui sont soumises à l'impôt, que les premiers murs d'enceinte sont pas tant des murs pour se protéger des envahisseurs que des murs pour capturer justement ces populations. Et voilà, et donc c'est des appareils qui viennent permettre de gouverner des rapports de domination. Et alors, ce que le livre essaye de montrer, parce qu'il pose pas tout ce que je viens de dire, c'est plutôt des choses qu'on peut déduire en sortant du livre, mais c'est pas des choses que j'impose comme ça. C'est plutôt justement de regarder cette époque pour la première partie du livre, hein, où est formé le capitalisme et où on pourra peut-être en discuter, mais où il est immédiatement formé euh, dans une articulation avec un ordre racial international, à travers l'esclavage, la colonisation, et aussi avec le patriarcat, et de voir qu'en fait, cette configuration capitaliste, raciale et patriarcale s'impose à travers le monde face à des résistances populaires partout, tout le temps, et que si elle réussit à s'imposer, c'est parce que elle réussit à établir un rapport de force en termes de distribution de violence. Et cette violence, elle vient notamment des armées, des industries militaro-sécuritaires et des polices que lui permettent son articulation avec l'État-nation. Et du coup, alors, c'est quelque chose que j'avais déjà développé dans la domination policière, le fait que la police avait une généalogie coloniale, raciale, depuis l'origine,
Alors, évidemment, elle a une généalogie capitaliste aussi, hein. Il s'agit d'encadrer les classes populaires et les misérables qui sont un petit, on pourrait dire, entassés autour de la grande ville bourgeoise en Europe. Mais du coup, bon, c'est aussi les polices coloniales, les polices esclavagistes, les milices de capture des esclaves fugitifs qui donnent l'histoire de la police. C'est aussi la chasse aux sorcières. Et donc qui donne un système de guerre contre les femmes et de capture des femmes et d'humiliation, d'oppression, d'enfermement dans l'espace domestique qui donne naissance au capitalisme. Et donc, on a toutes ces généalogies-là dans la police, mais on a aussi, on peut sans doute pas comprendre, c'est une des thèses importantes du livre, hein, la formation des armées modernes, de la prison, des technologies d'identification et de surveillance, sans regarder le fait que elles sont largement expérimentées sur les champs de bataille coloniaux et qu'elles évoluent à travers des allers-retours, des réverbérations régulières entre ces champs de bataille coloniaux et les champs de bataille métropolitains pour l'encadrement des classes populaires. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le boomerang impérial, et c'est une notion qui revient tout au long du livre, parce que déjà parce que c'est la mécanique qu'on observe, hein, tout au long de cette histoire, euh, et qui vient nous montrer, je pense, quelque chose d'assez intéressant. C'est que justement les systèmes de pouvoir sont absolument pas absolus. Ils sont en permanence contredits, ils sont en permanence confrontés à des résistances et à des contradictions. Et donc, ils ont aussi besoin de se réagencer régulièrement. Et ça, c'est intéressant aussi pour celles et ceux qui luttent contre, c'est de se dire que on n'a pas des systèmes figés qui auraient été absolument solides depuis la nuit des temps, mais qui sont obligés de se remettre en selle tout le temps, à la fois parce qu'on résiste, mais aussi, du coup, ça veut dire il y a des chemins pour continuer à chercher à s'en débarrasser. Oui, tout à fait. Et enfin, c'est vrai que le capitalisme, l'impérialisme ont une capacité aussi, hein, extraordinaire à muter, à s'adapter, hein. C'est un peu ça la difficulté. Et bon, ça, ce qu'on dit souvent dans ce podcast, c'est que ça fait 5 siècles quand même que les gens vivent et meurent sous ce système de domination, hein, qui a changé de forme, mais au fond, en fait, ça reste voilà, le capitalisme, le patriarcat, hein, donc ces formes-là, le racisme, hein, ces formes-là de domination, hein, qui font pleinement partie de ce capitalisme impérialiste, eh ben, elles sont toujours là, mais ça change de forme, hein. Donc, par exemple, aujourd'hui, on nage en plein néolibéralisme, hein, depuis quelques dizaines d'années. Voilà, c'est une nouvelle forme de capitalisme. Alors, justement, pour essayer d'articuler tout ça, donc voilà, on a l'émergence du modèle d'État-nation. Et là aussi, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas vivre dans autre chose qu'un État-nation parce qu'ils ont connu que ça. Et puis surtout, on leur dit, voilà, ce qu'il y avait avant, c'était un truc rétrograde et tout. Donc voilà. Donc en fait, on ferme les imaginaires, hein. Donc ça, c'est une façon de piéger les gens. Et voilà, donc alors que c'est un modèle relativement récent. Et c'est un modèle, j'en parlais il n'y a pas longtemps dans ce podcast avec Eugénie Mériot, c'est que en fait, ces démocraties libérales, hein, qui sont systématiquement associées à l'État-nation, ben, en fait, elles ont en réalité une nature duale, hein. Donc, il y a l'État de droit, mais en réalité, dans l'État de droit, il y a l'État d'exception qui vient, comment dire, qui est systématiquement associé, qui est systématiquement intégré. C'est ça qui fait que de temps en temps, ben voilà, la matraque, elle sort, etc. Et voilà, donc c'est pas forcément dans le sens de la démocratie. Donc voilà, ça c'est un peu la structure de l'État-nation, mais il y a aussi le colonialisme, l'impérialisme, comme vous le mentionnez plus tôt, et le capitalisme évidemment, parce que tout ça, c'est peut-être toutes ces formes de domination, peut-être au final, leur finalité absolue, c'est l'exploitation à des fins de profit, peut-être, hein. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à articuler toutes ces différentes formes de domination? Parce que de les prendre chacune toute seule individuellement, évidemment, ça n'aide pas trop à comprendre le système global de domination dans lequel on vit. Bah, j'ai l'impression qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire, par exemple, remarquer que, euh, bon, en tout cas, moi, je m'inscris dans une, c'est pas un camp, quoi, mais dans une manière d'aborder les choses où je prends le capital aussi comme un rapport de pouvoir. C'est-à-dire, pour pouvoir exploiter des gens, bah, il faut des hiérarchies sociales, il faut que le patron il soit protégé par des lois, il faut qu'on ait détruit les capacités de vie autonome et collective d'une paysannerie pour qu'elle devienne une classe ouvrière, etc. C'est le système d'accumulation est toujours aussi un système de pouvoir.
Donc l'économique est toujours politique et le politique s'appuie toujours sur de l'économique. Voilà, donc c'est différent, c'est difficile de faire une distinction stricte. Par contre, on peut observer que, bah, c'est ce que je fais un peu au début du livre, hein, que bon, je passe très rapidement dessus, mais il y a des études approfondies sur le fait que, bah, par exemple, il y a du capital dans la Chine impériale avant le XIIIe siècle, mais que ça donne pas lieu à la naissance du capitalisme tel qu'on le connaît. Il y a du patriarcat dans un très grand nombre de sociétés, même si évidemment pas toutes, et il faut se rappeler que justement pas toutes, ça veut dire il peut y avoir des sociétés qui se débarrassent de ça aussi. Euh, et l'ordre racial, alors la race, dans son sens moderne, elle est établie à travers l'esclavage et les colonisations euh, de la période d'expansion du capitalisme entre le 15e et le 17e siècle. Mais avant ça, il y a, euh, il y a des systèmes d'oppression, on pourrait dire ethniques, enfin avec des choses qui sont pas la race moderne, mais bon, déjà, il y a de l'esclavage, alors qui n'est pas un esclavage, ce qui n'est pas le même que celui que de la traite transatlantique, mais bon, voilà, il y a des formes d'esclavage à différents endroits, il y a des formes d'accumulation qui peuvent ressembler. Et, euh, et ce qui se passe entre le 15e et le 17e siècle, oui, bon, ouais, ça c'est pareil, on peut discuter hein, des dates, euh, c'est qu'à la fin de la féodalité, en Europe occidentale, il y a une sorte d'arrimage qui se fait entre les, les premières formes du capitalisme, donc à la fois le capital comme rapport d'exploitation, rapport social, la propriété privée, euh, l'extension du commerce, et notamment avec, ça c'est une des généalogies hein, du capitalisme, mais qu'on, qu'on- qu'on met en lien avec le développement des grandes villes italiennes et d'un commerce international, le début de la manufacture et des usines, avec les, la casse des communaux et les enclosures en Grande-Bretagne, des choses comme ça. Donc tout ça forme les débuts du capitalisme en Europe occidentale, mais on vient de se le dire, ça aurait pas pu prendre forme, enfin, ce qui a pris forme en tout cas, ça s'est fait notamment à travers le pillage et l'accumulation de richesses dans l'esclavage, enfin, dans la colonisation des dites Amériques, Abya Yala, enfin, que les peuples premiers de là-bas appellent Abya Yala. Et, euh, donc voilà, ce pillage, cette destruction des vies, cette accumulation par la dépossession, puis la traite esclavagiste. Euh, voilà, et comme on s'est dit, un arrimage de tout ça avec le patriarcat occidental, mais où on voit qu'en fait le, l'expansion coloniale de cette configuration se fait aussi à travers des arrimages, c'est-à-dire que des fois le capitalisme va s'arrimer à un patriarcat local dans tel pays, dans telle région du monde, va s'arrimer avec déjà une hiérarchisation socio-raciale par exemple, un groupe social est déjà une sorte de classe dominante dans tel pays, et ben les colons vont traiter, collaborer avec cette strate dominante, avec cette classe dominante, voire des fois vont la fabriquer très clairement, euh, ou vont l'aider à parvenir et à sous-traiter la domination. Donc voilà, c'est une des notions importantes que je propose dans le livre, qui est celle d'arrimage. Enfin, il y a deux notions importantes, celle de configuration et celle d'arrimage. C'est-à-dire que même pour l'impérialisme, je m'inscris pas dans l'approche léniniste de l'impérialisme comme stade de développement du capital. Je propose plutôt une approche de l'impérialisme comme configuration capitaliste, raciale et patriarcale en expansion, parce que le capitalisme est à la recherche permanente de profits maximum, mais qui est en reconfiguration aussi en permanence et est obligé de s'arrimer à différents rapports sociaux. Oui, c'est ça. Et justement, pour rentrer un petit peu plus dans dans la mécanique des choses, vous avancez des notions dans votre ouvrage que sont le biopouvoir, le thanatopouvoir et le nécropouvoir. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Ouais, alors j'essaye que le livre soit le plus accessible pour tout le monde. Je sais pas, vous me confirmerez. Il est dense, mais il est écrit dans une langue commune, je crois, j'espère. Et alors j'essaie d'utiliser le moins possible de concepts, sauf quand c'est vraiment opératoire, c'est-à-dire quand des concepts nous permettent de penser, d'attaquer une situation, de la décortiquer et qui nous donne de la force aussi, hein. Et donc je reprends trois notions. Euh, alors, les deux premières viennent de Michel Foucault,
philosophe, historien assez connu de la théorie critique, qui du coup, lui, parle de biopouvoir, notamment sur la question de la prison, on pourrait y revenir, mais où en gros, alors, le biopouvoir comme système de gouvernement, technique de gouvernement, par l'encadrement de la vie sociale et biologique, et même par sa production, euh, par sa protection, euh, par son entretien. Et, euh, et donc, c'est ce qui, pour Foucault, est vraiment caractéristique de la modernité occidentale. Et peut-être on y reviendra, mais moi, je ne nie pas ça. Par contre, j'essaie de le remettre à sa place comme étant un peu le sommet de l'iceberg dans une histoire globale du pouvoir. Parce que justement, il y a d'autres régimes de gouvernement qui me semblent constituer au contraire la norme et donc qui sont le thanatopouvoir, ça c'est aussi Foucault qu'en parle, mais il en parle, mais il n'en fait pas grand-chose, il s'y intéresse peu. Donc le thanatopouvoir, c'est le gouvernement par le laisser mourir et par le faire mourir, par la distribution de la mort ou l'exposition au risque de mort. Euh, le nécropouvoir, c'est plutôt une notion qui nous vient d'un philosophe qui s'appelle Achille Mbembe, et qui, lui, nous parle d'un gouvernement par l'écrasement de la vie quotidienne, à travers une condition d'existence zombie, de mort-vivant, et, euh, et qui correspond assez bien à la vie quotidienne d'une partie des habitants des quartiers pauvres et ségrégés, des exilés, des prisonnières et des prisonniers, etc., des populations soumises à la guerre, des populations colonisées, etc. Même s'il y a évidemment un continuum entre nécropouvoir et thanatopouvoir, parce que euh, le, le- la condition, enfin, subir le nécropouvoir, c'est en permanence, enfin, c'est régulièrement être exposé aussi au thanatopouvoir. Et donc, j'essaie de montrer dans le livre, enfin, finalement, l'enquête nous amène à constater que si on fait cette histoire-là depuis les opprimés, depuis les damnés de la terre, en fait, on se rend compte que on peut l'appeler le tiers-monde, le sud global, les périphéries coloniales, c'est le thanatopouvoir et le nécropouvoir qui constituent la normalité, tandis que l'exception, c'est le biopouvoir. Et donc voilà, ça vient nous dire pas mal de choses sur la structure de l'ordre international et qui, je pense, sont importantes pour réfléchir aux mécaniques auxquelles on fait face, c'est-à-dire qu'on est absolument égaux en rien et certainement pas face à l'exercice du pouvoir et des dominations. Oui, effectivement, c'est important de le souligner parce que, enfin, j'entends souvent, par exemple, des personnes qui vivent en Occident, donc on pourrait dire blanches, qui ont en tout cas les privilèges de la blanchité, dire, voilà, non, mais dire à des non-blancs, hein, donc, qui vivent pas en Occident, ou alors qui vivent en Occident, mais qui sont, mais c'est pas de la blanchité, des privilèges de la blanchité, que voilà, on est dans le même camp, on est dans la même galère, alors que c'est pas du tout la même chose. Certains, effectivement, vivent dans le biopouvoir, alors que les autres, ils vivent dans le thanatopouvoir ou le nécropouvoir, et c'est évidemment pas du tout la même chose. Et il me semble que, par exemple, en France, depuis les Gilets jaunes et les mutilations qu'ont subi même les Blancs, hein, ça a ouvert les yeux à certaines personnes parmi la population blanche, hein, donc blanche, voilà, c'est au sens social, hein, c'est pas forcément, c'est pas le sens biologique, hein, donc c'est les personnes qui bénéficient des privilèges de la blanchité. J'ai l'impression alors, je sais pas, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu, qui ont ouvert leurs yeux sur cette réalité-là. Je me souviens un monsieur qui était interviewé, par exemple, sur RT France qui a été censuré depuis, qui disait, ce monsieur, enfin, il vivait dans une banlieue, et il était interviewé, et en fait, il disait, bon, c'est quelqu'un voilà, qui est de classe moyenne, hein, probablement, hein, ou classe populaire, et en fait, il disait, ben, en fait, avant les Gilets jaunes, quand je voyais la police comme ça, s'en prendre à des jeunes, bon, généralement, c'est des jeunes racisés, je rationalisais toujours les choses en me disant que si la police fait ça, ils ont probablement une bonne raison de s'en prendre à ces jeunes-là. Alors que maintenant, j'ai compris, après ce qu'on a subi, donc c'est, voilà, vous le dire, nous les Blancs, pendant les manifestations de Gilets jaunes, la répression assez brutale, j'ai compris qu'en fait, j'étais dans un schéma archi-faux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté, cette évolution de la perception
des formes de domination, euh, parmi notamment les personnes blanches, hein, qui ont participé aux Gilets jaunes. Ouais, il y a eu des ruptures, celles que vous décrivez. Je pense qu'ils sont aussi liées au fait à l'engagement dans les luttes, hein, aussi. Enfin, c'est-à-dire, il y a des personnes qui sont entrées pour des histoires de prix de l'essence et qui en sont sorties révolutionnaires. Donc, ils sont mis à questionner tout, l'État, la police, etc., quoi. Donc, je pense que c'est ce processus-là, puis des solidarités, des formes d'entraide qui amènent à regarder le monde différemment. Ça a aussi donné lieu à des choses un peu, enfin un peu la réciproque de ça, où on voit que la blanchité reste en place. Il y a même une réciproque un peu, je pense, liée à l'ancrage profond de la blanchité, mais aussi au fait que la blanchité, c'est pas juste des imaginaires, en fait, c'est des conditions d'existence différentes. Donc aussi, les gens voient ce qu'ils voient depuis là où ils sont dans la société. Mais du coup, on entendait un peu une rengaine du style nous les gilets jaunes ils nous appliquent ce qu'ils appliquent en banlieue, ce qu'ils ont testé en banlieue, etc. Et là du coup il faut se redire que en fait non, c'est pas la même chose. Déjà il y a des gilets jaunes de quartiers populaires donc qui eux subissaient la répression du mouvement des gilets jaunes et puis qui la subissaient d'une manière différente parce que par exemple quand il y a des arrestations en fin de manif, en général c'est quand même eux qui étaient d'abord pourchassés, capturés, puis s'ils passaient devant un juge, le regard raciste euh, enfin, s'additionnait avec le regard de classe du point de vue de la justice. Et puis parce que l'exercice de la violence par la police dans les quartiers populaires, c'est un exercice qui est quotidien, c'est un système de domination euh, qui est là pour structurer ce que moi j'appelle un socio-apartheid, c'est-à-dire vraiment un système de ségrégation socio-raciale permanent et qui est au fondement de la société française et d'autres sociétés en général ayant une histoire impériale, mais pas seulement, déjà de la plupart des sociétés occidentales, mais et pas seulement. Euh, et du coup, cette violence policière dans les quartiers, elle est quotidienne, elle touche les gens parce qu'ils sont là et parce qu'ils sont. Euh, alors que la violence policière, qui est absolument insupportable aussi contre les gilets jaunes, les touche le samedi en manif, en tout cas quand il y a des mobilisations, parce que les gens font ça, parce qu'ils viennent là. Euh, et voilà, et donc c'est des choses qui sont différentes. Alors, on peut reconnaître qu'il y a un continuum, il y a les techniques d'oppression utilisées pendant les Gilets jaunes, effectivement, ont été puisées. C'est encore l'histoire de ce livre dans le répertoire de l'écrasement policier des quartiers populaires. Et on en a un exemple clair, par exemple, avec les Braves M, ces unités de police ultra féroces qui en fait sont une sorte d'assemblage entre les voltigeurs, hein, les policiers à moto des années 80 qui avaient été dissous après le meurtre de Malik Oussekine, et, euh, et la BAC, qui est, même si maintenant elle intervient dans plein de situations, qui est quand même le modèle exemplaire de la police des cités, et, euh, et qui sont des unités féroces, dotées d'une autonomie assez forte, et qui sont engagés dans des dynamiques de chasse à l'homme, de capture, de soumission. Et, euh, et voilà. Et puis, avec cette idée aussi, je pense qu'il faut se redire, hein, c'est que oui, le pouvoir expérimente dans les périphéries, et puis en fait, il expérimente dans toutes les situations, hein, il fait des retours d'expérience de toutes les situations. Mais il ne faut pas se dire que, par exemple, la violence policière dans les colonies, dans les quartiers populaires, dans les prisons, ce serait là juste un laboratoire qui permettrait de développer le vrai système de pouvoir pour les vrais sujets historiques du centre-ville, etc., la vraie lutte des classes. Non, en fait, il y a vraiment un continuum entre tout ça. Et d'ailleurs, euh, qui sont les habitants des quartiers populaires et les prisonniers, si ce n'est le prolétariat? C'est les strates les plus opprimées, les plus exploitées du prolétariat. Il y a du prolétariat rural aussi. Il y a un prolétariat blanc. Il y a des strates blanches du prolétariat, mais c'est très clairement les habitants des quartiers et on peut même se dire plus largement les damnés de la terre euh, sont l'un des sujets fondamentaux de l'histoire comme champ de bataille. Oui, absolument. D'ailleurs, ce que vous avancez souvent, et je crois que c'est le nom enfin, du premier chapitre ou de l'introduction de votre ouvrage, vous dites, nous sommes des champs de bataille.
c'est-à-dire nous les peuples. En fait, oui, c'est parce qu'au final, la, comment dire, cette guerre qui est menée par les élites, hein, on pourrait dire c'est la grande bourgeoisie, en tout cas, voilà, les élites. Donc c'est un tout petit groupe de personnes au final. En fait, elle est menée contre les peuples de façon générale, hein, que ce soit des blancs ou des non-blancs, ou voilà, une classe moyenne, une classe populaire, ou les gens qui sont vraiment en bas de l'échelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement de cette guerre qui est menée contre les peuples et au niveau de, je sais pas, des recherches universitaires, est-ce que cette manière de voir les choses, que voilà, cette guerre, voilà, il y a cette guerre qui est menée contre les peuples, est-ce que c'est quelque chose qui est assez partagé dans le monde de la recherche, voilà, dans la sociologie, dans les sciences sociales, ou est-ce que ça reste encore une approche qui est plutôt marginale? Alors, oui, oui, c'est une approche de rupture, hein, très clairement, parce que, alors bizarrement ou pas bizarrement, mais une grande partie de l'historiographie et des sciences sociales, mais bon, on peut se dire peut-être les sciences sociales institutionnelles, euh, c'est moins une approche de rupture dans les sciences sociales critiques, mais reproduisent d'une certaine manière le récit dominant de la modernité occidentale sur la guerre. Alors, je vais en reparler, mais peut-être se dire simplement, je le dis dans l'intro, j'utilise peuple au sens de classe populaire, pas au sens nationaliste, c'est-à-dire, je dis pas comme si vous voyez, si on disait peuple français, bon, si on pourrait mettre le patron et son ouvrier dedans, et du coup, bah, c'est pas intéressant du point de vue d'une approche critique qui veut changer les choses, parce que si on a une catégorie dans laquelle il y a les dominants et les dominés, les oppresseurs et les opprimés, on comprend plus les rapports de domination. Et donc, je dis peuple au sens de classe populaire et aussi au sens de faire peuple, c'est-à-dire dans des moments d'insurrection, de soulèvement, dans des formes d'auto-organisation, dans les occupations de places, dans les communes autonomes, dans les territoires libérés, il y a quelque chose qui fait peuple, hein, une sorte de processus de construction d'un corps commun, d'un sujet historique commun. Euh, et donc voilà, quelque chose le passage entre l'un et l'autre, quoi. Et voilà. Et donc, alors, de ce point de vue-là, pour dire par rapport on dit bon les blancs, la blanchité justement et si peut-être une des définitions de la blanchité, c'est le fait de pas être il y a une suspension de l'exercice de la férocité contre les corps qui sont reconnus ou perçus ou construits comme blancs, mais ça a ses limites. On l'a vu avec les Gilets jaunes, quand des corps considérés comme blancs passent à l'offensive et deviennent menaçants pour le système de pouvoir, là on s'autorise à les mutiler et à les mutiler en masse, hein. Ça a été le nombre de mains arrachées, d'yeux crevés, de mâchoires cassées euh, pendant les Gilets jaunes, c'est assez dingue. Et bon. Et pourtant, par contre, la mise à mort ont été contenues. C'est-à-dire, cette année, en France, c'est 55 personnes qui ont été tuées dans les quartiers populaires par la police. C'est essentiellement des non-blancs, des Noirs et des Arabes. Donc, on a bien un système qui fonctionne pas de la même manière quand il reconnaît les gens comme blancs ou non-blancs. Euh, et voilà. Et du coup, sur cette question de la guerre, bah, c'est se dire que la modernité occidentale a produit un grand récit qui a servi à la légitimer. Donc quand même aujourd'hui, la plupart de ces grands mythes fondateurs, il n'y a plus grand monde pour y croire, sauf ceux qui veulent vraiment y croire. Mais ce mythe selon lequel l'Occident allait apporter la paix, la justice, les droits humains, l'égalité dans le monde entier. Bon, voilà, ceux qui croient encore à ça, on peut pas faire grand-chose pour eux, quoi. Mais enfin, ils ont très envie d'y croire. Euh, Par contre, c'est aussi un récit qui nous disait et qui continue de nous dire la modernité, en général démocratique, on nous dit, euh, sépare absolument le temps de paix du temps de guerre, euh, et puis l'intérieur de l'extérieur des territoires nationaux. Et puis, bah, la guerre, ce serait un moment exceptionnel entre deux États, entre deux armées. Bon, voilà. Et alors, du coup, moi, quand je propose cette socio-histoire globale, critique, connectée, par en bas, bah, on voit bien que, en fait, la guerre au sens de mécanique de violence extrême instituée, euh, c'est la normalité qui s'applique aux classes populaires, au peuple, dans le monde entier. Et très, très régulièrement, voire dans certaines
dans certains espaces quasiment en permanence. Euh, et donc, bah voilà, il s'agit de se dire ça aussi. Ce qu'on nous a raconté sur la guerre aussi, c'est faux. Alors, bon, sans doute que c'est cohérent parce que c'est normal que les dominants racontent des choses qui leur servent aux dominés. Mais du coup, nous, on a besoin de s'outiller pour pas penser avec les idées des dominants, mais pour construire nos propres analyses critiques. Oui, alors effectivement, il y a toutes ces barrières fictives, ces frontières, par exemple, qui ont été qui ont été inventées par la modernité, hein. Et d'ailleurs, l'État-nation, bah, il est défini par ses frontières. Sauf Israël, hein, eux, ils n'ont pas encore décidé où est-ce qu'ils s'arrêtent, hein. Donc, au niveau de l'ONU, ils n'ont pas déclaré, c'est le seul pays au monde qui n'a pas déclaré ses frontières, hein. Donc, eux, ils ont un statut privilégié. On va en reparler, hein, Israël en particulier. Et c'est vrai que, enfin, voilà, c'est divisé pour mieux régner, hein. Donc, voilà, on dit à certaines personnes, bon, voilà, vous êtes français, etc. Vous avez un truc spécifique et tout, descendant des Gaulois, blablabla. Tout ça, c'est de la mythologie, évidemment. Et puis les autres, voilà, on dit, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Et donc, voilà, donc ça crée déjà de la division. Et puis on peut jouer après sur les choses, voilà, le chauvinisme, le nationalisme, dans la mauvaise connotation du terme, bien sûr, parce qu'on peut avoir aussi un nationalisme qui est plutôt positif. Et voilà, donc après, ça peut créer des antagonismes. Mais c'est vrai que la guerre, oui, ceux qui croient au récit de la modernité, c'est vrai qu'ils voient la guerre comme étant quelque chose qui peut être légitime, qui peut être nécessaire, et que c'est toujours contre une autre armée. Mais quand on voit, par exemple, les guerres entre guillemets impériales, elles ont surtout massacré des civils. Mais ça c'est vrai qu'il y a très peu. Enfin, moi, je le vois sur les réseaux sociaux, etc. Ben, voilà, y compris des. Bon, j'ai un exemple récent en tête, mais je ne vais pas citer qui est la personne. C'est une journaliste dans un média alternatif qui voyait elle-même ces guerres-là comme étant contre d'autres armées, hein, guerre menée par la France. Et elle disait en fait qu'en fait, désormais, en fait, la guerre, elle nous est menée à nous, civils, sous-entendu, nous, civils de France. Mais évidemment que non, les guerres, elles sont toujours contre des civils et éventuellement contre des militaires. Et voilà, donc ça, c'est une chose. Et puis, alors pour entrer un petit peu plus dans le détail de comment s'exerce vraiment comment s'exerce, par exemple, au niveau du colonialisme, hein, si on se focalise au niveau du colonialisme, vous parlez des techniques intensives, des techniques supplétives et des techniques proactives. Et d'ailleurs, ça ne s'applique pas que dans le colonialisme, hein, mais voilà, c'est assez flagrant au niveau du colonialisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces trois techniques-là, donc intensive, supplétive et proactive, pour dominer donc des populations? Oui, c'est des dynamiques que j'avais pas prévu moi de mettre en système comme ça, mais qu'on voit régulièrement revenir à travers cette histoire de la guerre contre les peuples. Alors, dynamique intensive, bah, souvent c'est ce qui va avec l'accumulation du capital, c'est d'ailleurs le fait que de rechercher toujours plus de profit, mais aussi plus de concentration de pouvoir. Et du coup, bah, mais c'est une dynamique qu'on va retrouver dans un très grand nombre de guerres dans l'époque capitaliste, justement parce que derrière, il y a des industries qui cherchent à faire des profits, il y a des classes dominantes qui cherchent à, euh, oui, à rétablir, enfin voilà, à accumuler de la richesse, etc. Et puis, bah, et aussi à concentrer leur pouvoir ou à rayonner encore plus ou à étendre leur territoire, etc. Les dynamiques supplétives, c'est justement des dynamiques qu'on va beaucoup plus rencontrer dans les domaines coloniaux. Et donc, avec ce sens de supplétif, comme bah, une partie de la population qui est mise au service de la reproduction, une partie des dominés qui sont mis au service de la reproduction de la domination et donc qui travaillent comme sous-traitants d'une certaine manière, de gré ou de force. Ça veut pas, c'est pas toujours de gré. Des fois, c'est on le voit bien, on nous a souvent servi les forces auxiliaires colonisées de la France comme étant des gens qui se seraient toujours engagés en ayant une grande foi dans la patrie française, etc. Il y en a beaucoup qui ont été recrutés au bout du fusil, etc., quoi, menacés de mort, etc. Et il y a aussi des gens qui y croyaient, il y a aussi des gens parmi les dominés tout le temps qui font le pari
des dominants, on les connaît, et puis on les a encore aujourd'hui, hein, euh, dans l'État, dans l'extrême droite, hein, on a des gens qui viennent des classes dominées et qui font ce pari-là. Euh, donc voilà, ces dynamiques supplétives qu'on retrouve partout dans les périphéries coloniales, mais qui montent en puissance dans l'ère sécuritaire, justement parce que elles ont quelque chose d'intéressant en termes d'optimisation du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, ça coûte aussi de l'argent, ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps de reproduire les rapports de domination. Et du coup, quand on a des dominés qui participent à le reproduire à la place des dominants, bah, c'est rentable. Et donc la forme sécuritaire du pouvoir qui est connectée avec la restructuration néolibérale recherche absolument une optimisation, une maximisation, une rationalisation la plus intense de la production du pouvoir. Et donc, elle va chercher dans les techniques coloniales et elle les étend. Et c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure quand on parlait de férocité qui montait contre une partie des Blancs, quand ils étaient offensifs comme les Gilets jaunes. Bah, c'est cette extension de colonialité, en fait, qui touche des Blancs qui n'étaient pas touchés par ça jusque-là. Bah, c'est ça aussi. C'est cette recherche qu'a le sécuritaire de, euh, de maximiser son pouvoir au moindre coût. Euh, voilà. Et les dynamiques proactives, c'est aussi quelque chose qui vient, on pourrait dire, de l'alliance entre le capitalisme et, euh, et dans sa forme néolibérale et l'ère sécuritaire, et qui est l'idée d'être capable de produire les conditions d'extension de sa propre institution. Très clairement, la prison qui fabrique des carrières enfin, qui brise des vies, fabrique des carrières de, entre guillemets, délinquance et de criminalité. On en sort euh, avec aucune possibilité de reprendre une vie en dehors des illégalismes populaires. Et donc, on est enfermé dedans. Et donc, ça permet à la prison, encore une fois, de se nourrir de ce qu'elle a produit. Et toute l'idéologie sécuritaire est construite autour de ça, parce qu'en fait, elle passe son temps à désigner des nouvelles figures d'ennemis intérieurs, de menaces, alors c'est jamais les dominants qui nous menacent, c'est toujours des dominés, et donc bah, voilà, de produire les conditions de son extension en désignant des menaces qui lui servent finalement à étendre son système de pouvoir. Euh, donc voilà, c'est ces trois dynamiques importantes qu'on retrouve tout au long de cette histoire longue et qui sont articulées de très près euh, dans la forme sécuritaire contemporaine. En fait, on pourrait voir aussi enfin, les agents de police comme étant, comme faisant l'objet de techniques supplétives aussi, hein, par rapport à la bourgeoisie. Parce qu'en fait, eux aussi, bah, en fait, eux, ils font partie de la classe moyenne. Et d'ailleurs, quand on voit, par exemple, dans le cas de la France, l'état des commissariats et tout, enfin, avec des rats, enfin, plein de problèmes, voilà. Et pourtant, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, la force de la modernité, c'est de faire croire à des gens que leur ennemi, c'est en fait quelqu'un qui est dans une pire situation que hein, et voilà et de les convaincre de voilà effectivement surtout pas remettre en question la domination par la grande bourgeoisie, mais voilà, d'aller taper sur plus opprimés que soi ou moins privilégiés que soi. Est-ce que les agents de police, alors je ne dirais pas tous, hein, il y a des agents de police qui sont quand même, voilà, qui sont pas dans cette approche-là, attitude-là, mais voilà, si on en croit les statistiques en France, il y en a, enfin, il y a une majorité de policiers puis de militaires qui votent depuis plusieurs années maintenant pour l'extrême droite. Est-ce qu'ils sont pas utilisés justement eux aussi, qui font partie de la classe moyenne, par les élites pour s'attaquer au reste de la classe moyenne et puis surtout aux classes populaires? Je dirais oui et non. Alors, bon, déjà, on parle des policiers, on parle de la police, on parle d'une institution. Alors, on pourra toujours en trouver des gentils, des méchants, etc. Même en général, ils utilisent ce discours-là de le gentil flic, méchant flic, pour un peu pour nous empêcher de penser. Il y en aura toujours des gentils. Donc, finalement, le problème, ce serait des brebis galeuses. Il n'y aurait pas une mécanique et une institution derrière. Il n'y aurait pas une machine derrière ça. Du coup, bon, nous, il faut pas qu'on se fasse
avoir par ça, on parle d'une institution, d'une mécanique socio-historique de police. Et de ce point de vue-là, bah, il y a aussi des inégalités même à l'intérieur de la police. Mais bon, on sait que et puis, ça dépend des pays. C'est vrai que par exemple, les policiers deviennent des classes moyennes et même sont largement recrutés dans les classes moyennes en France. Beaucoup des fils de policiers, des fils de gendarmes, voilà, des gens des fils de commerçants, d'artisans, etc. Et en vérité, il y a moins d'extraction depuis les classes populaires, même si la police recrute, elle cherche le plus possible à recruter dans les quartiers populaires des Noirs et des Arabes, justement pour la dynamique supplétive. Mais bon, on a d'autres pays où, je sais pas, bah, en Algérie, les gens qui forment enfin, les policiers sont très largement issus de classes populaires, déjà parce que il y a quasiment pas de classe moyenne, donc ça risque pas. Euh, Bon, mais voilà, dans chaque situation, c'est différent. Mais oui, il y a une logique supplétive, il y a une logique d'utiliser une partie des dominés contre eux. Mais bon, je pense qu'on peut dire qu'une fois, parce que c'est aussi des choses que moi, j'ai observé en faisant des entretiens avec des ex-policiers, des gens qui en sont sortis justement par acquis de conscience, les rares policiers qui entraient dedans en se disant j'y vais pour sauver la veuve et l'orphelin, qui croyaient à ça. Ceux qui y croyaient sincèrement, en fait, quittent au bout de quelques mois, hein, vraiment. Et les autres se transforment, en fait, se transforment. Et donc déjà, ils sont plus de classe populaire. Économiquement, ils appartiennent plutôt à une sorte de classe moyenne, mais c'est surtout ils font plus partie de la classe des producteurs, hein, et des travailleurs. Ils font partie de la frange qui contrôle, surveille et réprime au profit de la classe dominante. Et, euh, et donc voilà, et donc dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment enfin, est-ce que c'est d'une certaine manière, c'est des supplétifs, d'une autre, ils deviennent le bras armé de la classe dominante et, et ils ont beaucoup de mal à la critiquer. Il y a un esprit de corps qui est très très fort et donc voilà. Bon après, c'est à nous de voir ce qu'on veut faire de tout ça, mais sans doute il faut aussi réfléchir à ce que ces gens-là puissent lever la crosse, quitter les rangs. Voilà, même si on a du mal à y croire quand on voit leur engagement dans ces dynamiques de férocité, parce que il faut bien voir que tout ça tient aussi sur une sorte de plaisir hein, à dominer. Il y a presque les policiers sont fabriqués en étant dressés à travers ce plaisir d'utiliser la violence et la violence contre les classes populaires et puis contre les racisés. C'est des choses qu'on a beaucoup dans les entretiens avec des policiers, des gens qui disent qui se sont engagés par revanche raciale, hein, des gens qui disent ah c'est vraiment c'est pas un cliché, on me volait mon goûter, nan, on m'a tapé, on m'a nan, donc et donc des gens qui ont très bien compris que s'engager dans la police allait leur permettre d'utiliser de la violence contre des prolétaires noirs et arabes. Euh, bon voilà, il y a un peu de tout ça dedans, mais bon, moi, j'avance en considérant que on aurait raison de toujours présenter un projet d'émancipation qui laisse la porte ouverte à ce que ces gens-là quittent leur vie de merde, parce en vérité, c'est aussi ça. Ils sont enfermés dans des vies, peut-être qu'ils prennent du plaisir à tout ça, mais le large taux de suicide qu'ils ont, c'est aussi parce ils ont des vies pourries, quoi. Et, euh, et du coup, cherchons à ce qui se démobilise et qui quittent cette institution-là et qui rejoignent le camp de celles et ceux qui luttent réellement pour une société plus égalitaire et d'émancipation. Oui, c'est ça, c'est destructeur évidemment hein, de rejoindre ce genre de groupe, hein, de corps, de milice en réalité. Hein. Il y a pas vraiment de différence entre la police et une milice. Voilà, donc voilà, Frantz Fanon parlait déjà hein, avec le flic qui venait le voir, qui demandait pourquoi ça n'allait pas avec sa femme, ses enfants, alors que quand Frantz Fanon lui a dit qu'est-ce que tu fais la journée, et le flic lui a dit ben, je torture des Algériens à longueur de journée. Évidemment, ça a un coût tout ça, c'est pas innocent, on peut pas faire un truc la journée puis vivre une vie normale le soir. J'en parlais avec Maboula Soumaoro, je mets le lien ici. Et puis sinon, oui, à l'intérieur de cette milice, hein, la police, bien sûr, on retrouve cette hiérarchie, hein, évidemment, raciale. Il y a plein de témoignages, si on parle de la France en particulier, comment dire, de policiers racisés qui généralement finissent par quitter parce que c'est insupportable.
mais aussi les femmes. Hein. On sait que les femmes, voilà, il leur arrive plein de bricoles, notamment de la part de supérieurs hiérarchiques. Et comme voilà, c'est un corps hyper hiérarchique et tout, voilà, elles ont très peu de voies de recours. Les femmes de policiers aussi, qui subissent beaucoup plus de violences Ouais, bah oui. que déjà subissent les femmes dans l'espace domestique normalement, et en général, c'est encore pire pour les femmes de policiers. Oui, donc ça, j'imagine, il y a des statistiques qui le montrent. Ah, oui, il y a des chercheuses qui travaillent sur ça, surtout des chercheuses, comme par Ouais. hasard. Oui, oui, bah, c'est pas Mais étonnant, effectivement. Faut être une femme pour voir ça plus que, plus que les hommes. C'est vrai que c'est pas étonnant. Et oui, oui, bah, c'est pas étonnant du tout. Hein, voilà, donc ça rejoint un petit peu les constatations de France Fanon il y a plusieurs années. Alors, une question, lorsqu'on voit comment les populations occidentales sont traitées à intervalles réguliers, hein, bon, voilà, ça peut être mai 68, les Gilets jaunes et tout. Hein, donc, voilà, en fait, ces classes blanches, hein, populaires généralement, elles perdent un petit peu leurs privilèges. Hein, elles font l'objet de la violence féroce de l'État qui était jusque-là réservée juste aux racisés ou aux classes vraiment les plus basses ou alors carrément aux colonisés. Euh, voilà, en fait, on peut se demander, hein, voyons, cette perte soudaine et facile au final de ces privilèges-là par ces groupes blancs, on va dire, hein, à l'intérieur des frontières de l'Occident. On peut se demander si le traitement privilégié des centres impériaux envers leur population, est-ce qu'il est là pour les protéger ou est-ce qu'il est là surtout pour créer un environnement, oui, confortable pour la grande bourgeoisie? Parce que c'est vrai que la grande bourgeoisie, on peut très bien imaginer aussi dans les centres impériaux, on pourrait imaginer un système beaucoup plus oppressif que ça, vraiment en tant que ligne de base, hein, en tant que, voilà, en tant que norme, hein, que ça ne soit pas tellement exceptionnel. Hein, mais certainement que pour la grande bourgeoisie, c'est pas quelque chose de. C'est sûrement pas sympa de vivre dans un système extrêmement autoritaire. Hein. Donc, le rôle de ce maintien de l'ordre, hein, comme il l'appelle, de ce système sécuritaire, est-ce que c'est pas au final vraiment pour créer un environnement sympa de vie et puis d'extraction, hein, d'extraction au sens large du terme, pour bénéficier strictement à la grande bourgeoisie? Bah, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a évidemment euh, protéger une vie quotidienne la plus fluide possible euh, et les privilèges de la bourgeoisie, ça c'est très clair. Et bah, par exemple, alors moi en classe moyenne, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on met dedans. C'est pas d'un point de vue marxien, c'est pas une catégorie très opératoire. On sait pas bien. Marx parlait plutôt de petite bourgeoisie et qui à des moments du coup va choisir le camp de la bourgeoisie, il y a des moments se précarise et rejoint le prolétariat. Puis il y a plein de strates à l'intérieur du prolétariat aussi, mais justement, je pense que l'ordre racial vient à la fois complexifier tout ça, mais aussi lui permettre de tenir parce que bah, justement, il s'agit de prendre une strate des classes populaires et bah, à la fois un peu de les protéger, mais tout en faisant qu'elles continuent leur vie à travailler quand même pour pas grand-chose et puis à mourir pas longtemps après la retraite, enfin, en ayant passé sa vie à bosser, quoi, ce qui est quand même pas la vie la plus désirable. Et donc un petit peu à les protéger, mais aussi en fait en vérité à leur montrer que si elles passent du côté de la rébellion, de la résistance, de la subversion, elles seront traitées comme les sans-droits. Et donc leur corps deviendra sacrifiable. Et c'est encore une fois, c'est un peu ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes. Euh, et ça me rappelle, alors je ne suis pas capable de le citer exactement, mais il y a une phrase de Che Guevara qui dit quelque chose comme ça, que la bourgeoisie n'est libérale que tant qu'elle n'est pas vraiment menacée et qu'elle passe en mode dictatorial dès que c'est nécessaire. Et, euh, et effectivement, du coup, elle préfère se donner des apparats libéraux d'un point de vue politique, je veux dire, euh, tant qu'il n'y a pas besoin en vérité, tant qu'elle ne subit pas d'attaques réellement offensives,
elle peut se parer de ces habits-là. Par contre, on voit, et alors c'est pas que pendant les Gilets jaunes, hein, c'est les grandes grèves ouvrières de 47-48, on a parlé de 68, bon, enfin voilà, dans tous les pays, tous les soulèvements populaires des années 2010, alors bon, des fois qui étaient déjà dans des régimes dictatoriaux, mais sinon, il y a eu aussi des régimes qui sont passés en mode, enfin, qui ont révélé leur structure profonde à ce moment-là. Et donc là aussi, en vérité, on voit que il y a un continuum entre la bourgeoisie libérale et la dictature, et même, bon, même moi, ce qu'ils appellent la démocratie libérale, j'ai plutôt l'impression que c'est une dictature de la bourgeoisie, parce que tant qu'on vote et qu'on vote pour des gens qui ne changent rien à rien, euh, ils sont pas menacés, donc c'est pas grave, c'est le capital et le grand capital qui reste au pouvoir. Voilà. Par contre, quand il y a des mouvements sociaux qui commencent à les menacer réellement, là, on voit que il n'y a plus du tout d'histoire de démocratie. C'est la pure loi de la force et de la brutalité. Tout à fait, oui. Alors, il y a des volets de cette domination policière, hein, que sont les volets surveillance et aussi opérations d'action psychologique, qu'on imagine souvent, sont relativement récentes, mais en fait pas tellement, parce que c'est des choses, enfin c'est ce qu'on voit dans votre ouvrage, en fait c'est des choses qui ont existé depuis pas mal de temps. L'identification, par exemple, l'identification des personnes, des sujets, j'avais presque envie de dire, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps. Est-ce que vous pouvez nous en parler, hein, donc, ces aspects surveillance, identification et opération psychologique aussi, qui n'est peut-être pas le moindre. Oui, d'ailleurs, l'historiographie critique de la surveillance et de l'identification admet clairement que ça émerge avec l'État, avec l'État-nation moderne, comme d'habitude, quoi. Enfin, bon, c'est parce que c'est la statistique, la racine de statistique, c'est État, c'est la comptabilité d'État. C'est-à-dire qu'un État a besoin de connaître ses troupeaux. Et donc de les surveiller, donc de les identifier. Et j'essaie de montrer dans le livre aussi, enfin j'avais pas prévu ça non plus, hein, c'est simplement en suivant les techniques, les technologies de pouvoir que on se rend compte que là aussi, du côté de l'identification et de la surveillance, on a des techniques hein, qui sont principalement élaborées, étendues, normalisées dans le champ colonial. Par exemple, euh, les premières profils les premiers profils en silhouette des esclaves fugitifs qui sont faits pour les identifier et les capturer et qui vont circuler, ou les empreintes digitales dans l'Inde colonisée par les Britanniques et puis qui vont circuler pareil et puis qui vont commencer à alimenter les premiers systèmes de papier et d'identité dans le prolongement des carnets ouvriers, des carnets d'identification enfin, des premiers documents d'identification qui sont appliqués aux voyageurs, aux juifs, aux antimilitaristes, aux anarchistes, etc. Enfin, des documents qui permettent d'identifier les personnes et, euh, et, et bon, enfin voilà, dont l'histoire est une résonance régulière entre le champ de pouvoir colonial et métropolitain. Et donc voilà, et on peut suivre cette histoire très clairement jusqu'aujourd'hui, où effectivement, bon, comme les autres technologies, on ne se l'est pas dit depuis le début, mais l'une des, l'une des dynamiques fondamentales au cœur de l'ère sécuritaire, c'est le fait que toutes ces technologies-là sont devenues un business global. Alors, pareil, on voit dans le livre que c'est un business depuis le début, c'est-à-dire que toutes ces technologies sont des marchandises depuis l'origine du capitalisme, presque par définition. Sauf que maintenant, c'est devenu la reproduction du capitalisme globalisé fait que on invente des technologies simplement pour créer des marchandises et pas tellement parce que il y aurait véritablement une menace, quoi. Sachant que ces technologies, justement, donc, en fait, elles font partie de la propriété privée, n'est-ce pas, hein. Donc, les développements technologiques en eux-mêmes, eh ben, en fait, ils restent entre les mains de la grande bourgeoisie, pour l'essentiel, hein. Donc, aujourd'hui, on vit à l'époque de l'intelligence artificielle, la vraie, hein, selon la définition
enfin, par exemple, de Alan Turing, hein, il y a plusieurs dizaines d'années. Hein, et puis, on a aussi des technologies de surveillance extrêmement poussées. Alors, les gens aujourd'hui, ils ont quasiment tous un smartphone. Ils activent généralement tous leur GPS. Hein, généralement, c'est activé par défaut, probablement. Ils utilisent plein d'applications qui récupèrent plein d'informations sur eux, etc. Et du coup, en fait, c'est un peu un rêve dystopique pour la grande bourgeoisie, parce que ça lui donne un pouvoir assez extraordinaire pour contrôler les gens, pour les surveiller et pour les manipuler aussi. Hein, les manipuler, par exemple, c'est ce qu'on voit de plus en plus avec des IA. Hein, les gens dépendent d'IA, hein, voilà, qui sont voilà, des espèces d'avatars. Ils s'attachent à ces avatars, les gens, et puis voilà, derrière, évidemment, peuvent se faire raconter n'importe quoi. Donc voilà, en fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces développements technologiques récents en matière de surveillance, d'identification et puis d'opérations psychologiques aussi, hein, voilà, cette capacité à manipuler les gens. Alors déjà, on voit bien que rien qu'avec la télé, donc c'est quelque chose de passif, la télé. On voit bien en France, par exemple, comment avec simplement ces news et des chaînes comme ça, comment les gens se sont il y a beaucoup de gens qui ont basculé vers l'extrême droite, mais juste en regardant la télé, c'est-à-dire dans leur réalité, en dehors de la télé, en fait, ils ne rencontrent pas ces problèmes-là qu'on leur raconte sur CNews et d'autres chaînes. Mm, mm. Mais rien que le fait de voir plusieurs heures de télé probablement par jour, ça a construit une réalité dans leur tête qui n'existe pas. Hein. Donc là, on peut aller beaucoup plus loin avec l'IA et puis les nouvelles technologies qui apparaissent. Comment est-ce que vous voyez ces derniers développements technologiques? J'imagine que ça vous inquiète au plus haut point, hein, parce que ça augmente peut-être l'asymétrie, hein, l'asymétrie dans le rapport de force entre ben, la grande bourgeoisie et puis le reste des gens. Oui, sans doute, ça l'augmente. Alors, bon, les études critiques là les, les, les usages réels concrets de l'IA ont tendance à nous montrer que ça accélère, que ça intensifie et que ça automatise les rapports de domination déjà existants. C'est-à-dire quand déjà la police euh, était obsédée par les quartiers populaires et les corps non blancs, bah, en fait, l'utilisation de l'IA dans les logiciels policiers en fait automatise ça, l'accélère, l'intensifie. Et c'est ce qui se passe aussi dans la désignation des cibles de bombardement des Palestiniennes et des Palestiniens en Israël. On a quelque chose qui est maximisé, mais qui pourtant existait et qui était dans Israël bombarde les Palestiniens depuis sa préhistoire en vérité, depuis les Britanniques, le mandat britannique en Palestine. Bon, bref, la destruction des vies palestiniennes est dans la structure de l'État israélien. Il y a une automatisation de ça. Et après, par rapport à la télé, bah, CNews, BFM, etc., ça marche d'autant mieux que on est individualisé réellement. C'est-à-dire quand on est tout seul face à la télé et isolé d'une communauté critique, d'une communauté de pensée autonome, etc. Euh, Parce que juste, des fois, on prend l'exemple de ah, mais pourquoi il y a CNews et BFM dans les kebabs, etc. Mais en fait, si on est dans une communauté critique qui le regarde en se moquant, en les regardant en se disant on regarde l'ennemi, etc. En fait, c'est pas le problème, c'est c'est quand le pouvoir a réellement réussi à nous laisser tout seuls face à ça, que là, ça fonctionne vraiment. Euh, bon, du coup, il faut se dire un peu pareil, je pense, avec l'IA, c'est-à-dire que il y a des moments où ça fonctionne, on va pas se mentir, en Palestine, ça fonctionne terriblement. Enfin, ça participe du processus génocidaire. Bon, on imagine bien que, enfin, de toute façon, la dynamique de massacre de masse, elle était déjà là avant le 7 octobre et elle était déjà là avant l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas juste ça. Mais voilà. Et donc, se redire que aussi, ce qu'on observe dans la plupart des IA, c'est que déjà dans leur conception, il y a beaucoup de bullshit, selon ce que disent même les concepteurs. Il y a plein de choses qui sont conçus et qui vont jamais au bout, qui ne fonctionnent pas exactement selon leurs attentes, et puis qui peuvent quand même être détournés, qui sont très perméables justement à la ruse, au détournement, au contournement, au piratage, au sabotage, etc.
Donc voilà, après, j'espère que le livre le montre bien. Je crois que comme tous les rapports de domination, ça reste des mécaniques avec des rouages et du coup avec des interstices. C'est-à-dire que si nous, on s'organise collectivement pour enquêter, comprendre comment ça fonctionne, où est-ce que ça dysfonctionne, eh ben, on trouve des moyens aussi de ruser, contourner et puis à des moments contre-attaquer. Le 7 octobre, c'est aussi une contre-attaque face à l'une des armées les plus avancées, les mieux financées et soi-disant le modèle de technologie sécuritaire le plus abouti et qui n'a pas réussi à empêcher ça. Donc voilà, il faut qu'on prenne le problème au sérieux tout en se disant que toute l'histoire de l'oppression, c'est aussi une histoire de résistance et d'art de la résistance qui savent aussi inventer des contre-techniques euh, et un savoir-faire hein, du détournement et de la contre-attaque. Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur le fait de voir la télé individuellement par rapport à la voir en groupe. C'est vrai que c'est pas la même chose. Et oui, dans les kebabs et tout, enfin, dans des, comment dire, des communautés ou enfin, des lieux comme ça où se regroupent des communautés, notamment de racisés. Donc eux, ils connaissent la vraie situation parce que voilà, ils la vivent tous les jours. Oui, donc effectivement, ils se moquent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils voient sur BFM et CNews parce qu'ils savent que c'est pas la réalité. C'est une façon ouais, de surveiller l'ennemi, effectivement. Alors que les gens qui sont seuls, et là aussi, le fait que la modernité, elle a atomisé les sociétés, en fait, c'est les sociétés qui ont vraiment subi cette atomisation, comme les sociétés occidentales en grande partie, et ben c'est vrai que les gens ils vont avoir tendance à se retrouver tout seuls, donc ils sont vraiment susceptibles, hein, il me semble, à cette propagande, cette manipulation psychologique. Alors, est-ce que la télévision, dans les sciences sociales, est-ce qu'elle est considérée justement comme un canal oui, d'opération psychologique? Non, ça dépend dans quelle science sociale, mais très clairement, en tout cas, les opérations psychologiques en contre-insurrection, disent clairement qu'il faut se doter de médias, de techniques de propagande, même d'une propagande industrielle, et ça avant même Goebbels. Hein. D'ailleurs, peut-être que le premier, c'est plutôt Laurence d'Arabie. Enfin, et c'est même pas le premier, parce que je le montre dans le livre, on a des doctrines de conquête des cœurs et des esprits, en fait, dès le XVIe siècle. Et, mais bon, la propagande accompagne la contre-insurrection à toutes les époques parce qu'il y a cette idée qu'il faut tenir les corps et conquérir les esprits. Et, mais avec aussi ce mythe libéral que le même mythe qui nous dit que les individus seraient des acteurs absolument rationnels d'un point de vue économique et chercheraient toujours leur intérêt économique, etc. Et d'ailleurs que la publicité, souvent, on a l'impression qu'on nous prend vraiment pour des cons, mais parce qu'elle nous pense comme ça, quoi. Et, mais en fait, la contre-insurrection réfléchit un peu de la même manière aussi, comme si on était des boîtes dans lesquelles il suffisait de mettre des idées. Et en fait, ça marche un peu, effectivement, quand on est super isolé. Et donc, quand on n'a plus rien du tout, on vient de se le dire, hein, euh, pour penser de manière autonome, quand on n'est plus alimenté par des réflexions collectives, on a tendance à être transformé petit à petit en boîte dans laquelle on peut mettre des choses, tout comme le capitalisme a tendance, quand on joue des stratégies individuelles, à se transformer, nous aussi, finalement, en homo economicus, comme lui le fantasmait au début. Euh, non, par contre, la sociologie critique des médias voit bien euh, que dans toutes les situations où justement où on a de la communauté, où on a de l'autonomie collective, où on a des formes de vie dans lesquelles on réfléchit collectivement, etc. Là, on n'est absolument pas des boîtes dans lesquelles il suffirait de glisser des idées, euh, mais que on est des esprits, on est des consciences, euh, et que voilà, et qu'on on n'est pas démunis. Mais et c'est là sans doute ce qu'il faut retenir pour celles et ceux qui veulent lutter pour un monde meilleur, c'est il faut absolument qu'on reconstruise en permanence de la communauté, du collectif de pensée critique, avec nos voisins, dans nos quartiers, partout, dans les campagnes, partout en vérité. Il faut laisser personne seul face aux médias des milliardaires.
Oui, exactement, exactement. Alors c'est vrai que en fait cette propagande via les médias, c'est quelque chose d'assez connu, hein. Et de façon plus générale, les opérations d'action psychologique, la France les a utilisées par exemple en Algérie pour semer la zizanie, hein, avec la bleuite par exemple, hein, l'histoire là de bleuite. Euh, les États-Unis ont utilisé, je ne sais plus comment ça s'appelait, Radio Liberty, je crois, ou quelque chose dans le genre pour retourner des populations qui vivaient dans l'URSS et dans les pays communistes, pour les retourner contre leurs dirigeants, etc. Et là, effectivement, enfin, là, la télé en France, par exemple, on peut voir ça comme un truc innocent, hein. La télé, c'est pour s'informer ou se divertir, mais en fait, non, ça peut être vu comme une arme. Et puis oui, pour parler d'Israël, effectivement, l'utilisation de l'IA par Israël. Alors oui, alors moi, il se trouve que je travaille dans l'IA, hein, je suis ingénieur, voilà, je travaille entre autres dans le domaine de l'IA, donc c'est quelque chose que je connais bien. Et quand j'avais entendu parler, enfin, quand Israël avait commencé à dire non mais vous inquiétez pas, on utilise l'IA enfin pour attaquer nos cibles, etc. Et ça s'arrange pour minimiser les pertes civiles et tout. Bon, je savais que c'était du bullshit parce que une IA, il faut d'abord l'entraîner, hein. En fait, ce qu'on fait quand on crée une IA, c'est qu'on crée un modèle, hein. On va créer un modèle et donc il faut entraîner ce modèle sur des données. Et là, en fait, je ne voyais vraiment pas quelles étaient les données qu'ils allaient utiliser pour entraîner un tel modèle, parce que voilà, des 7 octobre, et puisque voilà, enfin, ce qui s'en est suivi, et voilà, il n'y en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de données là-dessus, donc voilà, ça n'avait aucun sens. Et c'est pour ça que voilà, j'avais compris que c'était du bullshit. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas des outils de big data. Le big data, c'est autre chose, hein, c'est analyser énormément de données très rapidement. Et c'est ce qu'ils ont utilisé, par exemple, pour assassiner Hassan Nasrallah, hein, donc, le leader du Hezbollah, et puis d'autres leaders du Hezbollah, autres que Hassan Nasrallah. C'est parce que, très probablement, c'est ce qu'avait dit le Hezbollah en tout cas, c'est que certainement que des téléphones portables étaient branchés de personnes qui étaient autour de ces personnes-là, et en recoupant les données, donc ça c'est pas de l'IA, c'est du big data. En recoupant les données, Israël a certainement su que lui, voilà, il fait partie de l'entourage proche de Hassan Nasrallah, par exemple, et comme son téléphone était allumé et qu'il s'est connecté à un réseau Wi-Fi, par exemple, donc là, pouf, voilà, Israël a récupéré l'info que le type il était là, donc probabilité que Nasrallah soit là, et donc on bombarde le site. Et là, quand ils ont tué Nasrallah, ils ont tué je ne sais plus combien de personnes en même temps, une centaine ou quelques centaines. Voilà, ils ont rasé au moins un immeuble. Ils ont écrasé au moins un immeuble. Donc, et par contre, enfin, ce dont je suis convaincu, c'est qu'Israël, comme c'est des psychopathes, ces gens-là, ils pensaient certainement qu'en disant qu'ils utilisent l'IA, que ça allait vraiment rassurer les gens, voyant que au final, de toute façon, ils massacraient des gens en masse. Donc, il n'y avait aucune optimisation ou minimisation des pertes civiles ou quoi. À chaque fois, ça se terminait en massacre, hein. Donc, mais dans leur attitude psychopathique, hein, comme c'est des gens qui sont déconnectés de toute empathie, certainement qu'ils voyaient ça comme étant un avantage. C'est pour ça qu'ils ont poussé cette propagande en disant que c'est de l'IA, alors que je ne pense pas que c'était de l'IA, c'était du big data, hein, ce qui est Je différent. pense il y a une dimension mise en vitrine aussi, hein, quand même, parce que, C'est comme ça d'habitude, aussi. comme tout ce que fait Oui, Israël, après, elle le vend sur le mode du combat proven, éprouvé au combat, et du coup, de pouvoir dire à l'ensemble des États du monde confrontés aux catastrophes en cours, confrontés aux soulèvements, etc., bah, regardez, nous, on a des technologies oui. qu'elle prétend absolument efficace Mhm. pour venir à bout d'une résistance. Bon, on voit bien que alors le massacre est, euh, est massif. Par contre, la détermination des Palestiniens et des solidarités internationales elle est plus que intacte. La détermination, elle a pas cessé de grandir, la détermination de résistance, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une vitrine technologique et commerciale, même s'il y a un gros, et ça c'est pas étonnant venant de la part d'Israël, ils mentent systématiquement. C'est ça la règle. Même si derrière, encore une fois, c'est pas de l'IA, clairement, hein. Moi, je vois pas comment c'est de l'IA en étant un professionnel de l'IA.
Non, Et mais des fois aussi, on a un truc de là, IA, maintenant, c'est presque un concept marketing en vérité. c'est Enfin, ça, je veux oui, dire, il y a partout. on a les technologies au dernier top, enfin, au top de l'innovation, etc. Il y a de l'IA dans tout en vérité. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'Israël, en État colonial, capitaliste, qui se respecte, si je puis dire, eh ben, ils sont effectivement, c'est un des plus grands producteurs d'armes au monde. C'est vrai que tout le temps dans cette attitude-là de faire la démonstration des performances, entre guillemets, de leurs armes, sans voir là aussi, voilà, encore une fois, c'est des psychopathes, hein, en tout cas, ils ont des traits psychopathiques, sans voir que, en fait, c'est plus choquant qu'autre chose pour une personne normale. Mais c'est vrai qu'en face, ils ont des militaires qui sont un peu comme eux, qui sont aussi dans le business de la mort, du massacre. Ben, bon, c'est un message qui peut passer. Alors là, je renvoie les gens aussi, je mets le lien vers l'interview de Palestine Action, hein, les amis de Palestine Action, donc c'est Huda Amori et puis Richard Barnard, qui sont les deux fondateurs de Palestine Action, voilà, que tout le monde connaît aujourd'hui. Ils avaient interviewé, c'était il y a 3 ans, je crois, en tout cas c'était avant le 7 octobre. Et j'invite vraiment les gens à voir cette interview pour comprendre voilà, quelle est leur philosophie, quelle est leur approche. Donc c'est l'action directe. Et c'est ça qui est le plus efficace, hein, c'est l'action directe, parce qu'ils prennent des camions, ils rentrent dans des usines de production d'armes, de Elbit par exemple, qui est le plus grand producteur d'armes israélien. Voilà, et donc ils sabotent ces usines, ils en ferment certaines, hein, ils ont vraiment ils ont Hmm. obtenu des victoires. Donc derrière, ça sauve directement des Palestiniens, hein. Et c'est vrai qu'Elbit, en disant on a prouvé, nos armes sont éprouvées, sont prouvés sur le terrain, sont éprouvés sur le terrain. En disant ça, le sous-entendu, c'est qu'ils les ont utilisés pour massacrer des Palestiniens, hein. Et c'est ça d'ailleurs qui avait initialement, comment dire, qui avait motivé donc Houda et puis Richard à créer Palestine Action, hein. Il avait dit à l'époque, je me souviens, c'était ce message choquant qu'ils avaient entendu de la part d'Israël. C'était à travers une vidéo, hein, que faisait Israël, en montrant, je ne sais pas si c'était des drones ou quoi, je crois que c'était des drones, dans laquelle il disait, dans la vidéo, il disait, voilà, elle a été nos drones sont prouvés. Cette technologie est prouvée sur le terrain. Voilà, vous inquiétez pas, c'est pas un truc, c'est pas un prototype ou quoi. Non, non, c'est déjà bien Hmm. rodé. Voilà. Bon, alors justement, comment est-ce que vous voyez Israël, hein? Donc Israël, voilà, c'est quand même, on pourrait dire. Donc, est-ce que vous le voyez comme le fruit de l'impérialisme occidental, hein? C'est une façon de voir les choses. C'est aussi un État colonial, clairement, qui est arrivé à l'extrême, c'est-à-dire au génocide, hein, après avoir été créé via un nettoyage ethnique. On pourrait dire, les Palestiniens disent, certains Palestiniens, en tout cas au moins, disent que même à l'époque du nettoyage ethnique, il y avait quand même un génocide. Il y avait beaucoup de gens qui se faisaient Hmm. massacrer. On leur disait, vous Hmm. dégagez, s'ils résistaient un petit peu, c'est coup de mitraillette et puis c'est fini, hein. Mais là c'est clairement établi, hein, depuis le 8 octobre, c'est un génocide. Et puis aussi, donc c'est un des plus grands producteurs d'armes au monde. Donc c'est le capitalisme dans sa forme la plus barbare, hein. Donc voilà, Hmm. comment est-ce que vous voyez Israël, sachant que là aussi, hein, les Palestiniens, ce qu'ils subissaient, en fait, eux, les Palestiniens, ils vivaient et vivent toujours sous un régime militaire, n'est-ce pas, hein? Ceux qui vivent, même, je crois, ceux qui vivent en Israël, ils sont soumis à un droit différent, hein. Donc voilà, donc en même temps, il y a la police, hein, dans cet État soi-disant démocratique, évidemment, hein, mais il y a aussi les militaires auxquels est assujettie cette population-là, qui est la population indigène colonisée, que sont les Palestiniens. Donc comment est-ce que vous voyez Israël, donc, par rapport à ce que vous décrivez dans votre ouvrage? Ben, voilà, on croise Israël et la colonisation de la Palestine à pas mal de moments dans l'ouvrage et tout au long de son histoire. Et justement, on voit que c'est un pur produit de la colonisation occidentale euh, et que c'est pas seulement aujourd'hui hein, que toute cette violence coloniale bon, aujourd'hui, elle peut pas exister sans les financements, les armements et le système d'impunité que lui délivrent les États occidentaux et pas que. Euh, mais en fait, tout au long de son histoire, et c'est pour ça, je vois ce que vous voulez dire quand vous dites c'est des psychopathes, mais en réalité, quand on regarde sur le temps long, ils se comportent comme la plupart des puissances coloniales se sont comportées face aux résistances, c'est-à-dire les États-Unis, enfin oui, le pouvoir aux Amériques a massacré, voire génocidé les peuples premiers.
Les Français il y a eu un processus génocidaire pendant la conquête de l'Algérie, et puis alors pendant la contre-révolution dans les années 50, c'est pareil, c'est une industrie de la mise à mort. On retrouve des choses qu'utilise Israël aujourd'hui à toutes les époques, l'utilisation des armes chimiques, l'agent orange au Vietnam par les États-Unis, le napalm par la France et par les États-Unis en Algérie et au Vietnam, et donc qui résonne bien avec le phosphore blanc utilisé par Israël en Palestine, l'industrialisation de la torture, de l'incarcération de masse, raciale de masse, arbitraire, administrative, l'utilisation du viol et des violences sexuelles. Euh, bon, voilà. Et puis, toute la technologie de surveillance, répression, et comme vous le dites très clairement, c'est le modèle exemplaire d'une indistinction entre le policier et le militaire, entre le temps de paix et le temps de guerre. En fait, c'est la guerre permanente. Et d'ailleurs, tous les Israéliens sont à un moment ou à un autre des soldats ou font partie des réserves. En fait, c'est-à-dire que l'ensemble voilà, je dis de peuple israélien, mais je ne dis pas dans le même sens, mais les Israéliens forment une sorte d'armée coloniale permanente. Et, euh, et voilà, et cette histoire-là, on se l'a dit un petit peu tout à l'heure, elle plonge ses racines dès la Nakba, mais même avant la Nakba, c'est-à-dire l'occupation impériale britannique de la Palestine est déjà un assemblage de techniques de contre-insurrection, alors des Britanniques en Inde et en Irlande du Nord, mais aussi les Britanniques utilisent aussi les méthodes françaises en Algérie et du mandat français en Syrie. Euh, donc on a vraiment une histoire qui est le fruit des répertoires de la colonisation occidentale. Après, Israël a aussi ses stratégies propres, hein, elle a sa propre dynamique, mais en étant toujours, bon, j'allais dire pour moi, enfin, on est quand même pas mal à penser ça, mais en étant toujours le bras armé de l'impérialisme occidental et d'une certaine manière le poste avancé, la base avancée du bloc transatlantique dans la région. Euh, voilà, et du coup, ce qui se met en œuvre là-bas intègre aussi le processus génocidaire euh, appuyé par du pouvoir algorithmique, etc., qui s'expérimente là-bas. En fait, tout ce qui s'expérimente là-bas réintègre le répertoire des puissances occidentales, et pas que, encore une fois, hein, parce que Israël collabore de manière structurelle avec l'Inde, il y a des échanges avec la Chine, avec la Russie, etc., quoi. Et donc, toutes les puissances mondiales qui soit accompagnent directement, soit par laisser faire le processus génocidaire, récupèrent aussi du savoir-faire quand c'est pas directement du capital parce qu'elles vendent des armes à Israël ou qu'elles lui permettent de tenir en lui en achetant, quoi. Oui, et c'est pour ça qu'Israël est si cher pour les puissances occidentales, n'est-ce pas, hein, qui font absolument tout pour le sauver. Hein, voilà, c'est ce qu'on voit. Ceux qui avaient un doute, là, ben, depuis le 7 octobre, le 8 octobre, on sait, enfin, ils voient jusqu'à quel extrême les pays occidentaux vont, les puissances occidentales, hein, donc les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, voilà, ils font tout pour faire en sorte qu'Israël survive, parce qu'Israël est en très grande difficulté, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient, économiquement, militairement aussi, hein, même si ils essaient de cacher ça. Mais en fait, il y a de plus en plus de soldats, d'officiers. Ça avait commencé déjà l'année dernière, qui tiraient la sonnette d'alarme en disant on ne pourra pas tenir comme ça longtemps. Il y a plein de réservistes qui évitent à tout prix de retourner, hein. Ils ont déjà fait un tour généralement, et là, ils font tout pour éviter d'y retourner. Donc voilà. Mais voilà, ce sont les puissances occidentales, Israël ne serait absolument rien. Alors, dernière question, Mathieu. Donc, à votre avis, est-il envisageable de lutter efficacement contre cette domination, hein, donc, voilà, qui vient vraiment d'une fraction de l'humanité, hein, donc c'est cette grande bourgeoisie, hein. Donc, est-ce qu'il est envisageable de lutter efficacement contre cette domination-là depuis l'intérieur du modèle de l'État-nation? Hein, donc, on voit que l'État-nation, c'est une structure vraiment, c'est une structure voilà, qui
qui créent les conditions de la domination, en tout cas qui les facilitent énormément. Et question qui est un petit peu liée, est-ce que vous avez étudié des systèmes alternatifs à l'État-nation? Je pense notamment au confédéralisme démocratique du Rojava ou le zapatisme au Mexique. Hein, donc voilà, est-ce que vous avez une petite idée de, voilà, de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait ailleurs, autre que le modèle de l'État-nation? Hmm. Bon, moi, je fais partie effectivement de mouvements de lutte qui considérons, libertaires, mais qui considérons comme les marxistes que l'État est un appareil de la domination et qu'il faudra s'en débarrasser à un moment ou à un autre. Bon, après, voilà, il y a des gens qui considèrent qu'on peut passer par l'État euh, pour, euh, pour minimiser les dégâts, etc. Bon, je fais aussi partie des gens qui regardent ce qui s'est passé dans la Révolution russe, à Cuba, en Chine, etc. Et que, en gros, quand on prend l'État, en général, on reconstitue une classe dominante, une bureaucratie, une police, une armée, et qu'en général, va avec très rapidement un capitalisme d'État. Euh, donc, moi, j'arrive à entendre, et puis en plus, enfin, faisons feu de tout bois, les gens qui nous disent mieux vaut une gauche de rupture que le fascisme face à ce qui arrive. Évidemment, on préférerait tous avoir une gauche de rupture au pouvoir que l'extrême droite. Mais je crois qu'il faut réussir à penser et à mettre en pratique quelque chose qui est de l'ordre d'un cheminement révolutionnaire, c'est-à-dire cheminement dans le sens où on arrache tout ce qu'on peut en chemin. On prend des conquis sociaux, on désarme la police, on abolit des unités, on abolit les quartiers d'isolement, enfin, jusqu'à ce qu'on puisse abolir la prison complète, etc. Pareil, on arrache des droits avec les exilés pour leur logement, pour leurs papiers, etc., jusqu'à ce qu'un jour on en finisse avec les frontières, etc. Et voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Arrachons tout ce qu'on peut, euh, tout en restant dans une perspective, un horizon, une stratégie de renversement complet des systèmes de domination et de mise en place de sociétés débarrassées de ces rapports de domination. Et là, pour le coup, je crois que ça se fait en dehors de l'État, forcément, parce que l'État est un système de domination en tant que tel, et, mais qu'on invente énormément de choses dans nos résistances, sur nos chemins de lutte. On invente des manières de faire société basées sur l'entraide, sur la solidarité, sur l'échange réciproque, sur l'horizontalité, sur la gratuité, etc., quoi. Euh, et que ça, c'est des pistes pour construire des sociétés qui fonctionnent différemment. Et puis, j'ai l'impression qu'on a aussi, en fait, hein, si on veut bien les voir, plein d'exemples. Alors déjà dans l'histoire de la longue durée, il y a plein de régions dans le monde où on se l'a dit au début, hein, où il n'y a pas eu d'État. Alors, c'est pas forcément des sociétés d'émancipation complète, hein, mais qui ont fonctionné différemment. Et des formes communales, des formes qui fonctionnent à travers des assemblées, assemblées de maisons, assemblées de quartiers, assemblées de la commune, où on gère en commun la terre et le travail de la terre pour manger sainement et sans passer notre vie à bosser, où on partage les décisions en démocratie directe, etc., quoi. Tout ça, je pense même que c'est vraiment pas le plus compliqué. C'est des choses on invente, on réinvente assez régulièrement. Ce qu'on a besoin, c'est de réussir à empêcher la machine qui elle-même nous empêche de nous libérer. C'est-à-dire, il faut et que ça passe par plein de formes à inventer, d'autres qui existent, enfin en tout cas sans doute la construction d'un mouvement révolutionnaire qui soit capable de faire face, de nous protéger, de protéger nos corps, de protéger nos enfants, mais aussi de mettre en place une éducation émancipatrice, savoir sous quel toit on va habiter, comment on va manger, etc. Donc, qu'il soit capable de remplacer ça. Et tout ça, oui, je pense que ça se fait en dehors de l'État, très clairement. Euh, voilà. Et je pense aussi qu'il faut le faire collectivement, en doutant, en se questionnant, en se critiquant soi-même en avançant, c'est-à-dire en se disant jamais que ça y est, on a le bon modèle une bonne fois pour toutes, mais justement en se questionnant tout en avançant, voilà, comme sur une ligne de crête.